L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Nous allons parler maintenant sans doute du sujet le plus important après la défense, après l'immigration. Maintenant l'écologie, parce que notre terre en a un drôlement besoin. Donc Catherine Larère, je vous demande d'applaudir très fort, Catherine. Toujours, qui attend patiemment depuis le début de la journée. C'est toujours difficile d'être à la fin de la journée, mais vous tenez bien le défi. C'est pour ça qu'on vous a demandé de faire ça. Donc vous êtes professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne et professeur émérite depuis 2012. En ligne de mire des travaux que vous faites, la perspective d'un passage à l'action politique qui nous permette collectivement d'endiguer une crise écologique dans les sociétés mises sous pression de la crise économique. Je lis un peu le résumé, vous allez nous expliquer tout ça beaucoup mieux. Et puis je vais demander donc à vous deux collègues de vous rejoindre pour vos remarques et questions. Merci Catherine. Merci de l'invitation. Merci à la Fondation Clarins. Puisqu'on dit Clarins Non, parce que il y a des rousseauistes qui, pour désigner le domaine qui porte le même nom, disent Claran. Clarins. Et merci à la Maison de l'Europe de nous accueillir. Bon, l'antépénultième intervenant a rappelé que l'Europe s'était constituée d'abord comme communauté du charbon et de l'acier. Et vu ce qu'on sait aujourd'hui des émissions de CO2 que donne le charbon, on peut se demander si l'Europe pourrait être une terre d'écologie politique. Et pourtant, Bruno Latour, que vous connaissez certainement, qui est un des grands penseurs actuels de l'écologie politique, termine un de ses derniers livres intitulé « Où atterrir » et qui est donc une réflexion d'écologie politique sur une véritable déclaration d'amour à l'Europe, qui est le lieu où il veut atterrir et le lieu, selon lui, pour qu'une écologie politique véritable puisse se développer. Alors, l'Europe est-elle donc une terre écologique ? Je rappellerai que 70% en France du droit de l'environnement nous vient des règlements européens, que l'orientation écologique politique de l'Europe est contemporaine des grandes réunions, des grands congrès faits par l'ONU. Dès 1972, l'Europe se lance dans une politique commune d'écologie, que l'Europe, en tant que telle, a participé en tant que telle aux conférences des partis, à la négociation climatique, qui, comme vous le savez, depuis 1992 se tiennent tous les ans, et qu'elle a joué un rôle, c'est un peu au passé, mais qu'elle a pu jouer un rôle dirigeant dans ces négociations. Donc il y a effectivement, au niveau européen, une politique écologique, et mon objet, en tant que philosophe et à la fois m'occupant d'écologie politique, mais étant aussi historienne de la philosophie, ce sur quoi je voudrais m'interroger, c'est qu'est-ce qui, dans son passé intellectuel, dans ses origines intellectuelles, peut aider l'Europe à développer cette écologie politique. Et puisqu'on a très peu de temps, qu'on est à la fin, que vous devez être un peu fatigué, je vais vous annoncer tout de suite ma thèse, comme ça, si je suis un petit peu accéléré à la fin, je n'aurai pas besoin de la récapituler en conclusion. Ma thèse sera la suivante. En gros, ce qu'on appelle la conscience écologique et se développe en Occident avant de se développer un petit peu dans le reste du monde. Et de ce point de vue-là, il y a à la fois une référence en Amérique du Nord et une référence en Europe. Mais la thèse que je voudrais développer, c'est que alors que
en Amérique du Nord, et spécialement aux États-Unis, la conscience écologique s'est organisée autour d'un rapport à la nature, ce que les Américains appellent wilderness, d'une nature sauvage qu'ils ont dans leur parc dont ils sont si fiers. Donc c'est autour d'un rapport à la nature que s'est constituée aux États-Unis et en Amérique du Nord la conscience écologique, alors que, c'est la thèse que je voudrais soutenir, en Europe, c'est autour d'une réflexion critique sur la technique que cette conscience s'est constituée et que ça a un certain nombre de conséquences, disons, dans l'orientation des politiques écologiques et les objectifs qu'elles se sont donnés. Donc je développerai rapidement... Vous ne m'avez pas mis le timer, mais bon, tant mieux. Je développerai, je vais essayer de rester dans les temps, merci, que je vois où j'en suis quand même. Donc, je développerai les 3 points suivants. Dans un premier temps, que l'Europe ne s'unit pas sur une vision commune de la nature. Dans un deuxième temps, qu'au contraire, un des éléments constitutifs depuis très très longtemps de la conscience commune européenne, c'est autour d'un projet technique, et que donc, dernier point, l'écologie politique européenne s'est constituée dans une mise en question critique de ce projet technique, dans ce que Ulrich Beck, que le précédent intervenant a cité, dans ce que Ulrich Beck a nommé la modernité réflexive. Alors, le premier point est négatif, je vais essayer d'aller vite. Bon, je dirais, l'Europe, c'est quand même un héritage urbain. Aussi bien à travers la Grèce on en parlait ce matin avec l'humanisme civique, aussi bien à travers la Grèce que Rome, aussi bien à travers la police grecque que la civitas romaine ou que l'URBS. Tout ce qui est, vous parlez d'humanisme, toutes les valeurs qui se tournent autour de l'humanisme dont l'Europe est porteuse sont des valeurs liées d'une façon ou d'une autre aux civilisations urbaines. Alors que, bon, donc, si peu, et ça, c'est renforcé au XVIIIe siècle avec le développement du commerce, qui est le développement autour de cités. Quand quelqu'un écrit la métropolité, c'est autour de l'idée que les libertés, que ce soit là aussi qui sont liées à l'humanisme, qu'elles soient commerciales ou politiques, sont liées à l'existence urbaine. Au contraire, il y a des rapports à la nature, bien évidemment, en Europe, mais ils sont dispersés ou clivés. C'est Gide, repris ensuite par Roland Barthes, qui renvoie à une division entre une Europe du Nord protestante tournée vers la nature et une Europe du Sud catholique beaucoup plus... moins sensible aux questions naturelles. Mais on pourrait aussi bien opposer le jardin à la française, le parc à l'anglaise, la forêt allemande. Vous n'avez pas des visions, vous n'avez pas l'équivalent de la wilderness américaine. Alors ça ne veut pas dire que la défense de la nature n'ait pas été prise en compte assez tôt, dès le 19e siècle, comme ça se passe aux États-Unis de l'autre côté, dans des mouvements politiques. Et un historien, Serge Audier, dans la Société écologique et ses ennemis, a montré que l'idée qui court que la défense de la nature en France et en Europe serait réactionnaire, Serge Audier a très très bien montré, il dit, c'est une des plus grandes falsifications historiques de ces dernières années, que les mouvements socialistes avaient pris en compte, les mouvements socialistes et progressistes de façon plus générale, avaient pris en compte des formes de défense de la nature. Et il cite par exemple l'intervention de George Sand autour de la forêt de Fontainebleau. Mais disons, ça n'a jamais pris le devant, c'est jamais devenu ces mouvements de défense de la nature n'ont jamais eu l'importance qu'ils ont pu avoir aux États-Unis. À l'inverse, on peut dire que le rapport à la technique et le rapport à un projet passant par un développement technique est très, très ancien, puisque l'historien Robert Delors, qui avec Francis Walter est
est l'auteur d'une histoire européenne de l'écologie, le fait remonter quasiment au néolithique. Hein. Bon, alors je ne vais pas remonter je vais passer au déluge assez vite, mais dans l'histoire de la prise de conscience écologique, il y a eu un article qui a beaucoup compté, qui a été l'article d'un historien des techniques, et particulièrement des historiens des techniques médiévales, qui s'appelle Lynn White Jr., et qui, dans un article qui a eu énormément d'importance, qui s'appelle les origines historiques de notre crise écologique, bon, qui se situe pour lui, il y a une responsabilité de l'héritage biblique, disons, du récit biblique de la création, mais il situe très clairement, en historien des techniques médiévales qu'il est, il situe très clairement dans l'Europe du Moyen-Âge et dans l'Europe du Nord, enfin, France comprise, mais dans l'Europe du Moyen-Âge, une avance technique qui n'est pas due à le fait que des procédés techniques très, très, très raffinés, mais qui est dû à une maîtrise très, très précoce de l'énergie, et en particulier l'énergie hydraulique. L'historien, toujours dans l'idée qu'il y a que l'Europe se constitue dans un projet d'action technique et de maîtrise technique. C'est l'historien anglophone, parce qu'il y a beaucoup passé d'Angleterre aux États-Unis, donc l'historien anglophone Anthony Pagden a bien montré comment, à travers, donc dans l'Europe moderne, je passe du Moyen-Âge à l'Europe moderne, comment, à travers la conquête des autres continents, les peuples européens ont découvert une identité collective dans leur vocation à contrôler l'ensemble des ressources naturelles et à les mettre en œuvre pour, disait-il, pensait-il, le plus grand bien de l'humanité. Et ce projet donc, se fait dans la modernité et est développé au XIXe siècle. Et là encore, je reviendrai au livre... au deuxième tome de l'historien Serge Audier, consacré à l'histoire du productivisme, et qui revient au dit socialiste Claude de Saint-Simon, le comte, pas... donc dit socialiste utopique, mais dont il montre le double héritage. D'une part, un héritage libéral, industriel et financier qu'on trouve dans en France, dans le développement industriel et financier et bancaire qu'il y a sous Napoléon III, les frères Pereire, Ferdinand de Lesseps, Eiffel lui-même sont des Saint-Simoniens. Et puis de l'autre côté, l'héritage socialiste de Saint-Simon, qui, avec Marx, donne la visée productiviste. Et Serge Audier explique par là le fait que même lorsque les mouvements socialistes et les partis socialistes voyaient les dégâts sur la nature des développements industriels, c'est cette idée que le productivisme, la production industrielle pouvait apporter l'abondance et le bien-être au peuple, aux classes sociales, qui a finalement été un des blocages du développement d'une réflexion écologique orientée vers la nature dans les partis socialistes européens. Donc on peut dire, je vais vite mais j'ai peu de temps, donc on peut dire, si vous voulez, que à l'origine du mouvement écologique et des politiques écologiques, il y a le retour critique sur ce projet. Alors un historien comme Jean-Baptiste Fressoz a bien montré que ce développement industriel qui marque l'Europe du XIXe siècle, c'est pas fait, comme on le dit souvent, dans une sorte d'inconscience écologique complète. Il a étudié par exemple la loi de 1810 sur
une nuisance finalement, créée par les... Mais il montre que ça accompagne ce développement industriel sans le remettre en cause, jusqu'à un moment qu'on peut dire être un moment d'inversion. Et c'est ça que Ulrich Beck nomme la modernité réflexive, le moment où se retourne, il y a un retour critique sur ce développement industriel, et donc c'est l'hypothèse que je fais, que c'est là-dedans que se développe la conscience écologique européenne. Pour prendre des références, je dirais qu'on peut considérer que le mouvement écologique au niveau européen, c'est pas dans des mobilisations autour de la défense de la nature qu'il se fait, mais plutôt quand en 1971 des mobilisations de quantité de mouvements de jeunesse européens se retrouvent pour s'opposer à la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, dont vous savez peut-être aujourd'hui que actuellement c'est plutôt sa fermeture qui est à l'ordre du jour, mais qui a l'air un peu repoussée. Donc, une conscience écologique, et j'en viens à ma troisième partie, une conscience écologique qui se crée dans le retour critique sur ce mouvement qui a marqué l'avance européenne, l'idée européenne. Donc ça sera mon troisième temps d'essayer de montrer en quoi ça a orienté les politiques écologiques européennes, qui au niveau, disons, des politiques de protection de la nature, sont restées des politiques nationales, là où au niveau du retour critique, de la conscience critique des risques, ça a pris un caractère beaucoup plus globalement européen. Alors, il y a des références philosophiques, certaines ont déjà été citées. Hans Jonas, qui a été cité ce matin et sur lequel je vais revenir. On peut aussi renvoyer à Jacques Ellul, qui a été un des premiers, avec le bluff technologique, justement à faire ce retour critique sur l'ambition technique. On pourrait citer aussi Günther Anders, donc avec Jonas, c'était tous les deux des élèves de Heidegger. Mais bon, j'en resterai à Jonas parce que je dirais il a introduit ce qu'on pourrait dire les principes normatifs, je dirais plutôt normatifs que moraux, parce qu'ils sont aussi politiques, les principes normatifs des politiques écologiques européennes. Alors d'abord, c'est ce qui a été dit ce matin, en étendant la question de la moralité aux générations futures, qui n'était pas absente de la réflexion morale, mais qui ne prenait pas l'importance que Jonas leur donne. Pourquoi est-ce que Jonas donne de l'importance aux générations futures ? Eh bien, c'est justement, et c'est une réflexion dans le principe responsabilité, autour de la technique comme introduisant des questions morales nouvelles. Pourquoi des questions morales nouvelles ? Eh bien parce que, dit-il, on ne peut plus juger la technique uniquement sur les intentions, mais sur les conséquences. Les conséquences largement involontaires de la technique sont telles qu'elles peuvent être plus dangereuses que les bénéfices qu'elles apportent, et que donc il y a une extension spatiale et une extension temporelle. Et bon, j'ai fait référence au nucléaire, parce que le nucléaire est l'exemple même d'une extension et spatiale et temporelle, puisque les déchets nucléaires les plus actifs, on en a pour au moins 400 000 ans de demi-vie. Donc c'est dans une très très longue échelle. Et l'idée qu'introduit là-dessus Jonas, c'est que dans une telle perspective, il faut se régler sur la perspective de la catastrophe. C'est ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. Alors on peut dire de ce point de vue-là que la traduction en politique, en
en règlement et en politique, c'est le principe de précaution adopté à Maastricht, présenté dans la déclaration de Rio, reprise à Maastricht, et qui est donc passé en droit européen et puis en droit français, et que, si vous voulez, pour saisir la différence entre l'époque de développement technique, et je reprends à Jean-Baptiste Fressos l'idée que ce développement technique n'a pas été un développement complètement inconscient, mais qu'il y a une différence avec le moment de la modernité réflexive et du retour sur ce développement technique, c'est la différence entre la prévention, qui est appréhension des risques à venir à partir d'un calcul de risques probables, et la précaution qui permet l'intervention du politique alors que le risque n'est pas avéré, mais qu'on a des raisons de suspecter, de craindre des conséquences importantes. Donc il y a une redéfinition non seulement de l'appréhension des risques, mais des rapports entre science et politique qui marquent, et c'est un point très important dans les politiques européennes, que cette prise en compte des problèmes nouveaux posés par finalement le succès de l'entreprise européenne. C'est bien ce qu'avait montré Jonas. Nos problèmes, ce n'est pas nos échecs, c'est notre succès, et ça nous demande une politique de maîtrise des techniques. Alors, dernier point là-dessus, et puis oui, ça va sonner, mais j'en aurais plus beaucoup longtemps à dire. Dernier point là-dessus, c'est que cette question de la précaution est toujours sous menace de catastrophe, et on l'a vu par exemple dans la réflexion de Jean-Pierre Dupuy, dans le catastrophisme éclairé, quand il montre que oui, il y a marqué démarrer, mais il n'y a pas marqué arrêter. Donc le livre Le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy qui a bien montré comment, quand la catastrophe est véritablement importante, on ne peut pas l'inscrire dans les calculs de choix rationnels, ni de la prévention, ni de la précaution, mais que ça demande un autre type d'action. Bien, puisque ça a sonné, je vais terminer et revenir pour terminer à la question qui nous réunit aujourd'hui, à celle de l'humanisme. Et bon, peut-être que vous vous êtes posé la question pendant que je parlais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'humanisme ? Bien, premièrement, j'ai essayé de vous montrer que ce qui a caractérisé la prise en compte européenne des effets à long terme, peut-être d'abord vu comme à long terme nocifs, puis dont on voit de plus en plus les effets présents, le changement climatique, on en voit les effets, c'est la recherche d'un contrôle social et démocratique des politiques écologiques, et que de ce point de vue-là, quand on parlait aujourd'hui des tentations autoritaires à droite et à gauche, quand on voit, je peux vous dire que sur les questions écologiques, la tentation autoritaire est extrêmement forte. J'entends tous les jours des éloges de la Chine, ce qui me pose un peu problème, parce que la Chine est sans doute un des pays les plus pollués du monde, mais on fait des éloges de l'attitude autoritaire des Chinois. Et donc, de ce point de vue-là, les politiques écologiques européennes ont toujours visé le contrôle démocratique de ce qui se faisait. De ce point de vue-là, le passage de la prévention à la précaution me paraît extrêmement important. De façon plus générale, si je reviens à ce que Pagden dit de la façon dont l'Europe aurait trouvé son identité et sa vocation dans l'idée d'une maîtrise mondiale des ressources naturelles et de contrôle des peuples dominés, colonisés, à l'idée pour le plus grand bien de l'humanité, on peut dire que la question de la réflexivité, elle est là. Est-ce que les Européens sont capables de revenir sur cette
conception universaliste qui là aussi a fait la preuve de son échec, hein, puisqu'elle est passée par la colonisation, et aussi par la destruction et l'exportation de la destruction dans des pays non européens, on peut se dire que la condition d'une écologie humaniste, c'est un retour critique sur cet humanisme conquérant, et retour critique d'ailleurs qui peut s'appuyer sur des traditions, hein. Je pense à la façon dont Lévi-Strauss, dans une conférence sur l'humanisme, se référait aussi bien à Montaigne, qui disait que nous devons la justice aux bêtes et aux plantes, qu'à Rousseau, et à la façon dont Rousseau, au début du discours sur l'origine de l'inégalité, dit que nous devons reconnaître des droits aux animaux parce que ce sont des êtres sensibles, et la façon dont Lévi-Strauss, dans cette conférence, ajoutait la reconnaissance de la diversité. Et je pense qu'un humanisme écologique européen passe par une conception de l'humanité qui, à la fois, ne place pas une coupure, un fossé radical entre les humains et le reste des vivants, et en même temps reconnaissent la diversité des humains, hein, et que s'il y a une prétention universaliste, elle ne peut pas être réductrice. Et je terminerai en faisant une référence à l'intervention qui a précédé la mienne. Je pense que de ce point de vue-là, hein, l'hospitalité cosmopolitique européenne est pour les migrants humains, mais aussi pour les migrants non humains. Car je rappelle que la seule adaptation possible des vivants non humains au changement climatique, c'est la migration. Donc il y a de point de vue-là, on peut dire, une unité de différents migrants, et qu'une véritable écologie politique européenne doit pouvoir les accepter. Merci. Merci beaucoup encore d'avoir... Et la deuxième concerne la thèse que l'Europe, c'est surtout un projet urbain. Peut-être c'est vrai, mais dans ce cas-là, on pourrait peut-être, c'est un peu avocat de diable, on pourrait aussi dire l'échec d'Europe, une guerre grande patriotique, une guerre où la France et l'Allemagne s'est battue à nouveau, c'était un projet urbain. Je n'ai pas compris. Que c'était plutôt Berlin ou la capitale française qui héberge les stratégistes, les ministres, ceux qui font la guerre. Oui, bien sûr. Et donc on pourrait dire ce sont les cités qui se battent, et parfois à l'outrance, autour de Verdun ou des autres, et parfois autrement. Et ça, j'ajoute une troisième, parce que c'est la filière qui... oui. Sur le nord et le sud. Parce qu'il y a beaucoup de discours de l'histoire de l'Europe, ça vient de la démocratie grecque, italienne et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose dans le nord. Les gens frisons ou plus au nord qui se réunissaient autour d'un arbre et discutaient des choses du village, de leur royaume. Et si on a regardé la carte de l'Europe avec les migrations, les cercles en Grèce étaient moins importants que les cercles en Suède. Suède a plus de territoire, mais tous les deux ont environ 10 millions d'habitants. Et si on va tout au nord de la Suède et la Norvège, il y a un parlement des Samis, des Esquimaux, et ça regroupe des
des personnes qui sont dans ces différentes régions du pôle Nord, irrespectables de leur... Donc il y a quelque chose à tirer de ça aussi, au niveau humain, au niveau des valeurs européennes. Donc voilà, moi je suis simplement une citoyenne. Et donc, je voulais poser des questions par rapport à la fois à la défense de l'Union européenne et aussi à l'écologie. Et je pense juste en fait à un événement qui est arrivé il y a peu de temps, c'est l'Australie qui a été embrasée. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on met des stratégies, on a une industrie qui est capable de détruire la planète, alors qu'il y a partout dans le monde des catastrophes naturelles. Et je n'ai pas compris, par exemple, pourquoi en Australie, enfin, je n'ai pas l'impression que la communauté internationale a agi par rapport à ça. Et il peut y avoir aussi en Europe des catastrophes écologiques. Et est-ce que l'Europe, justement, il y a certainement des ressorts qui permettent de gérer ce genre de problème? Et puis ensuite, j'avais une autre question qui était, une autre réflexion qui était concernant le cosmopolitisme. C'est vrai qu'on parle du nationalisme, il y a des nations qui sont récentes, enfin moi c'est ma manière de penser, donc c'est vrai que se faire, avoir une culture, etc., durement acquise pour certains pays de l'Est qui sont nés en 1900 après la Première Guerre mondiale, et donc se pose le problème en fait du cosmopolitisme, mais aussi de l'indigénité qui est ressentie même à l'échelon régional dans chaque pays. Et donc, c'est toujours le problème entre partager, une dichotomie, partager des choses qui sont mondiales, mais tout en préservant évidemment la pluralité culturelle, comme évidemment, si on parle aussi de la biodiversité et tout ce qui est la nature, les plantes et les animaux, tout ce qui est endémique, voilà. Oui, alors là, les questions qui m'ont été posées, bon, je suis allée très vite, donc je n'ai pas dû assez bien présenter mon propos. Je ne vous ai pas dit c'est comme ça que l'Europe s'est faite. Je me suis située au même niveau que s'était situé Clémence ce matin, au niveau des mythes. Et donc, dans l'idée d'une écologie politique européenne, sur quel mythe est-ce qu'il y a une forme d'unification ? Et ce que j'ai dit, c'est que la nature n'est pas unificatrice. Alors elle est clivée religieusement, nationalement, de tas de façons. Alors que le projet d'expansion et que je dis technique pour aller vite, est un projet unificateur. Et on peut dire ça aussi de la mémoire urbaine. Il y a une mémoire urbaine qui mythologie, je vous dis exactement comme Clémence ce matin, il ne s'agit pas de dire des faits, il s'agit d'identifier les objets de pensée autour desquels on peut se retrouver. Et alors que de ce point de vue-là, la guerre, ça soit la cité, ce soit aussi la guerre. Bon, il n'y a qu'à aller voir Athènes et Sparte. Hein. C'est une vieille histoire. Donc c'était pas du tout sur ce plan-là que je me posais. Je pourrais simplement rajouter une chose dont j'ai pas parlé parce que j'avais très peu de temps. C'est dans la référence religieuse, l'Europe s'unifiant hérite, à mon avis, dans les mythes sur lesquels elle se forme, d'un héritage gréco-latin et laisse un peu de côté son héritage biblique, qui, lui, est très anti-ville. Or, c'est de cette... les grands, dans la Bible, les grands lieux de perdition, c'est les villes. Hein. Et alors que cet héritage biblique, il va être beaucoup plus important en Amérique du Nord, qui peut expliquer cette référence à la nature, mais ce qui explique aussi, parce que les mythes donnent des résultats qui peuvent être très mauvais, le goût de la banlieue, hein, le goût de la pelouse, ça a quelque chose à voir avec la haine de la ville. Là, de se trouver avec des choses aberrantes, avec des pelouses dans l'Arizona, ce qui est... Bon, bref. Donc, je vous dis, c'est autour de quel mythe est-ce que l'Europe peut penser une écologie politique possible ? Elle le fera pas autour de référence à la nature parce que c'est pas unificateur.
Alors sur les méga-feux et l'Australie, ça demanderait aussi une réponse très très longue que je mettrais... Bon, d'une part, ces méga-feux sont... Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des feux en Australie, il y a des feux en Europe. Bon, on a vu les feux en Grèce énormes ces dernières années. Bon, d'une part, il y a des feux depuis longtemps. Dans des feux maîtrisés, c'est pas forcément une catastrophe. Hein, c'est un mode de régénération de végétation. Il y a des végétations qui ne poussent que si ça a brûlé. Donc, le problème, c'est la maîtrise des feux. Et or, cette maîtrise devient de plus en plus difficile à cause du changement climatique. Ça en Australie, c'est... Bon, il y a des gens qui le nient. Hein, Trump et le Premier ministre australien est plutôt du côté de Trump. Mais bon, c'est vraiment là, c'est difficile à nier. C'est aussi un héritage colonial. Parce que les colons britanniques qui se sont installés en Australie ont été d'une violence destructive énorme à l'égard des aborigènes, des indigènes. Et donc la technique indigène de maîtrise des feux, comme il y avait en Amérique du Nord, a été complètement perdue et ne serait plus utilisable dans le contexte climatique actuel. Mais d'une certaine façon, on peut dire que si en Europe, bon, il y a des méga-feux, il va y avoir encore plus de méga-feux, des méga-feux en Australie, on n'arrive pas à les éteindre. Hein, qu'on ait envoyé des pompiers, on a peut-être envoyé nos pompiers, mais ce n'est pas nos pompiers européens qui vont changer quoi que ce soit, parce que bon, c'est le changement de climat. Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment que l'Europe fasse un retour sur son passé. D'une certaine façon, l'Europe a plutôt exporté sa destruction, hein, ses pratiques destructives, et c'est un petit peu respecter elle-même. Donc si on n'a pas une dégradation écologique aussi complète qu'il peut y avoir dans des pays colonisés, on ne peut pas dire que ça soit notre mérite. Mais je crois qu'il faudrait qu'on en soit conscient et qu'on en fasse quelque chose.